vous voyais réagir, Elsa Marcel, pendant la vidéo, pardon. Oui, non, mais ça, c'est une des vidéos qui a circulé. Il y en a beaucoup d'autres et effectivement, c'est extrêmement choquant. Après, moi, je ne sais pas si je parlerais pour décrire ce qui se joue d'une discussion autour d'un usage proportionné de la force ou pas, parce qu'à mon avis, le tournant, et on commençait à le discuter tout à l'heure quand on faisait un peu état de la situation politique, c'est un tournant profondément politique. Je pense que le gouvernement est extrêmement fébrile. Et qu'en réalité, on arrive à une nouvelle phase du mouvement. Il y a eu tout un mouvement avec les journées isolées, l'intersyndicale, le refus de la politisation du mouvement. J'entendais encore le numéro 2 de la CFDT expliquer qu'eux, ils n'étaient pas là pour faire tomber le gouvernement. La réalité, c'est que le 49.3, ça a complètement rebattu les cartes. Ça a politisé ce mouvement-là qui était en germe en fait depuis le début. Depuis le début, on discute salaire, on discute retraite, on discute exploitation au travail, on discute régime. Et je pense que là, on est en train de discuter régime, non seulement avec le 49.3. Je veux dire, ça montre bien plus profondément la nature réelle de ce régime, de cette constitution en fait qui vient d'un régime issu d'un coup d'État extrêmement bonapartiste, extrêmement brutal. Et dans ces moments en fait les plus en difficulté, évidemment, qui va faire ressurgir ces aspects les plus autoritaires. Donc ça explique évidemment frappé et aussi des interpellations massives, arbitraires. Moi, un truc qui me marque beaucoup, j'étais encore au commissariat ce matin et j'y ai passé un peu le week-end, ce que je trouve quand même incroyable dans la séquence, c'est que je pense que ça faisait très 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 longtemps que les commissariats n'étaient pas aussi remplis, je pense peut-être depuis les Gilets jaunes, mais la réalité, c'est que du coup, il y a une ambiance de politisation que je trouve exceptionnelle. Il y a des cellules pleines à craquer, je veux dire, et de manifestants et de manifestantes qui reflètent un peu aussi la sociologie de ce mouvement, c'est-à-dire avec des travailleurs, avec des intérimaires, avec des jeunes, avec des lycéens. Et je pense que c'est à double tranchant, effectivement, parce que je suis d'accord qu'il y a des charges extrêmement violentes, que ça peut être difficile. Et en même temps, pour moi, je trouve que ce niveau de politisation, ça scelle aussi une expérience commune de la répression. Ça ancre politiquement la contestation de ce gouvernement. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui demandent aussi quand est-ce qu'on y retourne. Et je pense que ce qui va se jouer jeudi va être, à mon avis, un moment extrêmement important, parce que ça va être encore une manifestation massive, mais cette fois avec le contenu de la radicalité qui s'est exprimé ces derniers jours, et je pense que Macron est très 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 inquiet. Alors justement, vous avez dit que ce qui vous est arrivé pouvait avoir un double effet finalement, soit de radicalisation des manifestants, soit un effet dissuasif. Vous parlez des commissariats pleins à craquer. Sur la seule journée du 49.3, 292 personnes arrêtées, seules 9 déférées devant la justice pour des avertissements probatoires. À Paris, 64 personnes interpellées. Donc ça, c'était pour Paris le jeudi. Le vendredi soir, 64 personnes interpellées, 58 libérées sans aucune charge. C'est comment dire, le côté interpellation préventive pour empêcher l'action des manifestants, ce genre d'interpellation. Comment vous l'analysez ? Pour moi, c'est ça, oui. C'est effectivement de faire des immenses coups de filet avec... Moi, ça me rappelle, il y avait eu un peu la même dynamique pendant la COP21 en 2015. Il y avait eu, je sais pas, pour un rassemblement, il devait y avoir au moins 300 gardés à vue, beaucoup de libérations. Je pense que le pari, c'est ça, c'est d'essayer vraiment d'instaurer un climat extrêmement anxiogène, de prendre n'importe qui. Il y a des situations quasiment loufoques, avec des gens qui sortent du restaurant, qui se retrouvent en garde à vue. Enfin, c'est des événements réels. Du coup, avec aussi le pari de cibler des néo-manifestants, à mon avis, de générer beaucoup de craintes. Mais en même temps, moi, ce que je constate, ou en tout cas, c'est plus nuancé que ça, évidemment, ça dépend. Mais la réalité, c'est aussi comme il y a peu de déferments. Bon, il y en a. Moi, je connais quelqu'un qui a été déféré, qui a quand même pris une interdiction de manifester, qui aura une audience le 5 septembre. Donc ça existe aussi, et c'est évidemment complètement liberticide. Qu'est-ce qu'on lui reproche à cette personne, par exemple, puisqu'on est sur un cas concret ? C'est des violences volontaires. Après, voilà, de quel ordre ? Des dossiers qui, enfin, pour l'instant, il n'y a rien, mais je veux dire, c'est, voilà, on va dire des violences volontaires envers PDAP, des éléments un peu comme ça, qui sont des classiques de ce type de situation, mais je veux dire, c'est extrêmement rare. La plupart, c'est des trucs donc qui violence pas. envers des personnes dépositaires d'autorité publique, des policiers, CRS, etc. Oui, mais je veux dire, des trucs, pour l'instant, vous semblez le dire de pas. façon un peu légère, comme si c'était pas grave. Oui, non, mais que ce soit grave ou pas, c'est pas forcément le débat qu'on doit avoir là, mais la question, c'est que pour l'instant, c'est pas caractérisé. Enfin, je veux dire, c'est ça que vous pointez, c'est que c'est pas caractérisé. Non, mais c'est extrêmement léger. Et ce que je dis, c'est que pour moi, la dynamique, elle est fondamentalement
politique, et que je pense que c'est ça le pari, c'est de voir est-ce qu'avec ces immenses coups de filet, ça va pouvoir, à mon avis, ça va pouvoir générer une crainte, etc. Mais je pense que c'est plus contradictoire que ça la situation. Moi, je pense que la journée de jeudi va être absolument colossale, non seulement massive, mais plus radicale et plus déterminée. Et juste un mot sur cette question. Ouais, parce qu'on va y revenir après. Pardon. Je dis juste un dernier mot parce que je pense qu'il ne faut pas isoler aussi ces interpellations massives, ces gardes à vue, de ce qui s'exprime aussi plus du côté des travailleurs, des grévistes. C'est des piquets de grève, par exemple, du côté de Donge, du dépôt pétrolier de Donge qui sont débloqués au LBD. C'est des réquisitions à Fos-sur-Mer, etc. La dynamique, à mon avis, elle est générale et ça peut aussi provoquer une intensification de la grève. Et de ce point de vue, je pense que pour l'instant, l'intersyndicale est extrêmement silencieuse. Enfin, je veux dire, on devrait être en train d'appeler à des déferlements devant les commissariats, devant les piquets de grève, à, je veux dire, la constitution de grands collectifs de soutien à tous les interpellés, à tous les réprimés. Et pour l'instant, on entend ça assez peu. Le message est passé, en tout cas, si l'intersyndicale nous écoute. Pierre, Elsa Marcel, vous manifestez. Est-ce que vous ressentez une colère plus forte, une rage libérée par cette décision du 49.3, comme l'a décrit chez nous l'écrivain Nicolas Mathieu ? Je pense que, pour moi, la contestation, elle est ancrée quand même très profondément depuis le 19 janvier, et même bien en amont. Enfin, je veux dire, il y a une détestation même du macronisme, de la figure de Macron qu'on a connue et dont on discute du mouvement des Gilets jaunes, qui était une de ces manifestations les plus radicales et les plus intenses. Donc je pense qu'il y a effectivement une colère très profonde. Pour moi, le 49.3, ça a effectivement marqué la fin d'une première phase du mouvement. Ça a eu des conséquences, je le disais, mais il y a des secteurs importants, même du mouvement ouvrier, qui ont durci la grève. On peut penser à la raffinerie de Normandie, qui est désormais à l'arrêt, à la manière dont la grève des éboueurs s'est aussi beaucoup ancrée, beaucoup consolidée, malgré les réquisitions, malgré les menaces de déblocage, etc. Mais aussi, à mon avis, à des nouveaux secteurs. Et quand on discute de gouvernement fébrile ou pas, on verra. Mais moi, je pense que le scénario est plus ouvert que jamais, parce que ce qui se passe, c'est, à mon avis, la potentialité d'un mouvement, d'une radicalité gilet jaune. Je veux dire, pour moi, c'est ça à quoi commencent à ressembler les nouvelles manifestations, les rassemblements spontanés, les actions qui se multiplient, mais avec la particularité que cette fois, il y a la méthode de la grève, et qu'il y a des secteurs de la jeunesse qui sont en train de descendre dans la rue. Les assemblées générales dans les facs sont en train de se massifier. À Tolbiac, hier, ils étaient 1000. Il n'y a jamais eu ce nombre d'étudiants dans les universités depuis le début du mouvement. Et c'est pour ça que je pense que le scénario est encore très, très, très ouvert et qu'il y a une tâche, à mon avis, de coordination de toutes les initiatives qui existent, de consolidation des grèves en cours et d'initiatives générales contre la répression, mais aussi pour l'extension du mouvement. Est-ce que vous allez continuer à manifester ? Donc vous avez dit que vous iriez jeudi, Pierre ? Évidemment. Oui, je pense que c'est maintenant plus que jamais. Et peut-être pour réagir en 2 mots sur ce que vous disiez, par rapport à l'intersyndicale, je suis d'accord que les Gilets jaunes se sont construits un peu différemment, mais moi, il me semble que justement, la séquence, c'est que les gens vont commencer à demander des comptes. Parce que la réalité, c'est que on va commencer à se demander comment on peut perdre un mouvement pour lequel on a mis 3 millions de personnes dans la rue. Et je pense que c'est ça qui est en train de se jouer et que la radicalisation, elle se dessine aussi sur ce terrain-là, de dire, OK, des journées isolées, on en a fait un certain nombre, on est 3 millions, tout le monde veut le retrait, pourquoi on n'a pas encore gagné ? Et je pense que c'est ça qui est en train de s'exprimer. Et sur la question, effectivement, des forces de l'ordre, pour moi, c'est évidemment une logique institutionnelle. Je pense qu'au-delà de cas individuels, il y a de toute évidence une logique institutionnelle, ça joue un rôle répressif indispensable de toute façon pour le maintien de l'État et la survie du gouvernement. Et à partir de là, déjà, de toute façon, il y a des concessions qui ont été faites aux policiers. Évidemment, ils ne sont pas logés à la même enseigne du point de vue de la réforme des retraites et de toute l'offensive plus générale, évidemment, sur leurs conditions d'exercice. Et par ailleurs, je pense que c'est une discussion qui est intéressante parce que comment est-ce que, je veux dire, à titre individuel, ils pourraient manifester un jour et aller frapper un gréviste sur un piquet ? Dans ce cas, il faut changer de métier, quoi.